Bonjour. Comme tous les lundis, la vidéo va être un peu plus longue, surtout qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement et on va faire le point sur la situation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des analyses plus régulières, des analyses sur les petits time frames et des idées de trade. Vous pouvez me suivre aussi sur TradingView où je fais des analyses écrites plusieurs fois par semaine. Donc si vous aimez les supports visuels, les supports écrits, c'est sur TradingView qu'il faut vous tourner. Alors on va commencer rapidement par le Crypto Fear and Greed Index. Donc comme vous pouvez voir, aujourd'hui on est au niveau des 76. Alors on va revoir un peu ce qu'on avait dit les semaines passées. Donc on avait vu que les 80 et les 40 c'était nos supports principaux. Donc on a vu aussi que en tendance haussière, du moins les semaines passées, dans les tendances haussières précédentes, donc c'est-à-dire la grosse tendance haussière ici et ici, qu'on va pouvoir retrouver, alors on va se mettre en daily, donc les dernières tendances haussières, donc ici et ici, ça correspondait à un Crypto Fear autour des 90, c'est-à-dire supérieur aux 80, au-dessus de la zone de résistance, autour des 90. Ici, vous voyez, toute cette période-là, on est resté au-dessus des 90, celle-là ici aussi. Et là, par contre, la dernière petite tendance haussière qu'on a eue, donc c'est-à-dire celle-là, on n'a jamais redépassé la zone des 80. Donc comme je vous ai dit, c'était une zone qui faisait support-résistance. Donc en tendance haussière, je vous ai dit qu'on voulait voir le Crypto Fear and Greed au-dessus des 80 et dans la zone des 90, ce qui n'était pas le cas. Donc ce qui voulait dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelqu'un qui mentait. Donc c'est soit le Crypto Fear and Greed qui mentait, soit le graphique. Donc c'était un premier avertissement qui nous laissait croire que cette petite montée là et le cassage du dernier plus haut n'allait pas. Parce qu'on n'était pas retourné dans la zone des 80-90. Le deuxième avertissement, c'était le volume. Alors est-ce que je vais pouvoir trouver le volume rapidement? Voilà. Je vous ai toujours dit que quand on cassait une nouvelle résistance, on voulait voir une augmentation du volume. Et comme vous pouvez voir ici, la résistance elle était cassée à ce point-là. Et vous pouvez voir, on n'a pas eu d'augmentation de volume. Au contraire, le volume il continue à diminuer. Donc ça, c'était le deuxième avertissement. Et ensuite, le troisième avertissement, c'était bien entendu le week-end. Le week-end, comme j'ai dit dans un tweet ici, alors c'est peut-être hier soir, voilà. N'oublions pas que c'est le week-end, les institutionnels sont absents, ils vont peut-être faire baisser le prix lundi car ils ont loupé le train et ainsi combler le gap. Voilà, le week-end, la plupart des institutionnels, des gros portefeuilles, ils ne sont pas là, notamment sur les CME, donc les futurs, CME futurs, donc CME c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est fermé le week-end. Donc du coup, ils ne peuvent pas trader. Donc tous les mouvements qu'on a eu le week-end, ça crée un gap. Un gap, alors je vais vous mettre en 4 heures, du coup c'est un trou. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. Et en général, les gaps ont tendance plus ou moins à être comblés. Alors comme vous pouvez voir, il y a 2 semaines par exemple, on a fait un gap ici, vous voyez, là c'était le week-end, on a monté, du coup, en début de semaine, on est revenu combler le gap. Vous voyez avec la mèche ici, on est revenu combler le gap. Et cette semaine c'est pareil, ce week-end donc, on est parti sans eux. Voilà, comme je dis, ils ont loupé le train. En général, ils n'aiment pas louper le train, donc ils viennent combler le gap pour pouvoir profiter de la hausse. Donc voilà, là il y a eu ce petit gap ce week-end, et on est revenu combler le gap. Voilà, donc toujours faire attention les week-ends, quand vous voyez qu'on casse des résistances, et qu'on fait des nouveaux plus hauts, c'est toujours être prudent, parce qu'il y a de fortes chances qu'on vienne combler ce gap en début de semaine. Surtout, comme je vous l'ai dit, il y avait en même temps pas les volumes nécessaires à la cassure. Et en plus, le Crypto Fear and Greed, il n'était pas au-dessus des 85-90. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Si on veut une tendance haussière de la même ampleur que ces deux-là, ça veut dire saine, il faut qu'on retourne au-dessus de la zone des 80. Et on est cherché les 90. Donc là, on est à 76, vous voyez. Donc pour l'instant... on n'y est pas. Voilà. Maintenant, si on devait baisser, si le prix devait continuer à chuter, la zone qu'il faudrait surveiller, bien évidemment,
c'est notre deuxième zone support qui est la zone des 40, qui a fait support la semaine dernière ou il y a 2 semaines là, quand on a fait le bottom. La dernière correction également du mois de janvier, mais aussi vous pouvez voir ici, partout ici, 40, ici également, ici. Donc 40, très fort niveau de support en bull run. Donc si on devait rechuter, c'est ce niveau-là qu'il faudrait surveiller. Si on continue à monter, il faudra bien vérifier qu'on repasse au-dessus des 80 et qu'on ait recherché les 90 et que pendant toute la montée, on reste au niveau, comme ici, vous voyez, on est resté très longtemps au-dessus des 90. Et ici aussi. Donc voilà, ce sera ça à surveiller sur le CryptoFear. Alors maintenant, on va s'intéresser au daily. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo de vendredi, le potentiel risque d'une double divergence. Alors, je vais vous repasser l'extrait de la vidéo. Alors, j'espère que qu'on va bien entendre. C'est la vidéo de vendredi. Par contre, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est bien entendu continuer à monter, faire un nouveau plus haut, et sur RSI, on pourrait faire ça. Alors, je vous montre. Vous mettez une petite trendline là. Voilà. Donc, il est fort possible qu'on monte, qu'on fasse un nouveau plus haut, pourquoi atteindre par exemple, je sais pas, les 60 000. Donc on ferait un plus haut là. On serait bloqué sur le RSI par la trendline. Et du coup, on aurait une double divergence baissière. Parce qu'ici, on avait une divergence baissière. Vous voyez, là et là. Ce qui entraînait la correction là. Donc on pourrait refaire la même chose, remonter, faire un troisième sommet et faire un troisième plus bas sur RSI. Voilà. Donc vous avez compris le scénario que dont je vous avais parlé. Eh bien il s'est mis en place, on va changer de graphique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va se remettre notre trendline. Hein. Voilà, je vous avais dit qu'ici on avait donc une divergence baissière, ce qui a entraîné la correction, et qu'il était fort probable qu'on fasse un nouveau plus haut, qu'on aille au moins rechercher les 60 000 $, hein, donc on a été rechercher les 61 000, et que le RSI soit bloqué du coup par cette trendline baissière, et que ça nous fasse une double divergence baissière. Vous voyez, on fait un plus haut, alors que là on fait un plus bas, donc ce qui entraînerait une petite correction. Alors, où c'est que va nous mener cette correction? On ne sait pas encore. Mais en général, une double divergence baissière, c'est plutôt mauvais signe. Voilà. Donc on va voir dans l'analyse aujourd'hui les différentes possibilités, mais c'est quand même plutôt bearish. Voilà, donc le scénario qu'on avait mis en place, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc on va voir un petit peu rapidement les niveaux de support. Par rapport aux moyennes mobiles, on a la EMA 21, comme vous savez, hein, je vous en parle tout le temps, donc qui est au niveau des 53 000. Vous voyez, c'est à peu près au niveau de la base là. Hein. C'était la base de l'épaule tête épaule, 52 000, 53 000, qu'on n'avait pas retesté d'ailleurs. Hein. Donc il n'est pas à exclure qu'on vienne le retester. Et au niveau d'Ishimoku, alors plus bas hein, bien sûr, on a également 46 000 et 37, 38 000, hein, mais on n'y est pas encore. Au niveau d'Ishimoku, voilà, alors là on s'est arrêté pour l'instant sur la Tenkan, la ligne bleue, donc c'est la résistance la plus faible. Ensuite la résistance un peu plus forte, la Kijun en orange, elle est au niveau également des 52 000, donc gros niveau de support, les 52, 53 000, gros niveau de support. Donc si on devait continuer à baisser, ce serait le premier niveau à surveiller. Donc maintenant on va passer sur l'autre graphique. On va nettoyer un peu tout ça. Alors, comme vous pouvez voir, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance à court terme de cette trendline bleue. On va passer en 4 heures d'ailleurs. Et je vous avais dit que ce serait un premier signal, qu'il faut tenir cette trendline bleue si vous voulez être haussier, du moins à court terme. Donc comme vous pouvez voir, on l'a cassé. On est revenu la tester. Hein. En général, quand on casse un support, on revient la tester et souvent il joue après le rôle de résistance. Et on n'a pas réussi à repasser au-dessus, du coup, on chute. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai répété toute la semaine dernière, si on casse ici,
le prochain gros niveau de support à surveiller, ce sera la trendline orange. Vous voyez, notre trendline orange, qui dure quand même depuis le mois de novembre. Donc c'est à moyen terme, c'est un gros niveau de support en moyen terme. Donc c'est là qu'il faudra chercher, si on continue à baisser, des achats. Donc on va se remettre par exemple les moyennes mobiles en 4 heures. Alors on va mettre d'abord en daily. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas loin de notre EMA justement 21. Donc cette zone-là, très fort niveau de support. Avec Ishimoku, pareil, elle est au niveau de la Kijun. Donc toujours gros niveau de support. Si on se met en 4 heures, on a le nuage qui renforce encore le support. Et les moyennes mobiles 4 heures, vous pouvez voir qu'on a la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 qui sont maintenant parfaitement, qui encadrent, on va dire, notre trendline orange. Donc vraiment très gros niveau de support et qui est également, comme je vous ai dit, au niveau, alors on va se mettre vite fait une petite ligne, de la ligne de coup qu'on a cassé là, la ligne de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, donc ce niveau-là, autour des 52 000, 53 000, c'est celui-là dans un premier temps qu'il faudra surveiller. Bien sûr, si on continue à baisser, on peut toujours s'arrêter là, on va le voir après. Mais si on devait continuer la baisse, ce sera ce niveau-là qu'il faudra surveiller en premier. Ensuite, on va s'enlever cette ligne. Si jamais ce niveau ne tient pas, bah c'est comme d'habitude, hein, ce sera le niveau plus bas, c'est-à-dire la ligne, la ligne rose et le canal rouge qu'il faudrait surveiller. Alors, maintenant la question qu'il faut se poser. Alors, on va effacer maintenant notre petite trendline qui ne nous sert plus, hein, on l'a cassée, elle ne nous sert plus à grand chose pour le moment. La question à se poser c'est, dans quoi on est? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière qui aurait commencé là? Ça veut dire, est-ce que là on a trouvé un bottom et que là on commence une tendance haussière? Ou est-ce qu'on est toujours dans la correction? Alors, ceux qui ne font pas du tout d'héliotisme, qui ne travaillent pas les vagues d'Elliott, ils diront sûrement, bah, on a fait un nouveau plus haut, donc la correction est forcément finie. Et ce serait bien évidemment une terrible erreur. Car si vous connaissez un minimum en Elliott Wave, donc pour ceux qui n'y connaissent rien, je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait sur les vagues d'Elliott, qui est en dessous chacune en commentaire et en dessous chacune des vidéos. Donc je vous invite à prendre le temps d'aller regarder. On a ce qu'on appelle les corrections flat, c'est-à-dire que c'est une correction, comme j'ai dit déjà la semaine dernière, je vous en ai parlé plusieurs fois la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous ai dit, surveillez attentivement dans un premier temps les 90 et prenez des profits aux 90 parce qu'on peut être dans une potentielle flat. Vous voyez les 90, vous vous rappelez? Je vous en ai parlé dans au moins 3 ou 4 vidéos la semaine dernière. On en a pris des profits ici. Je vous ai dit prenez des profits ici parce que potentiellement on pourrait être dans une flat. Donc une flat c'est quoi? C'est un mouvement baissier piégeur. C'est-à-dire on a une première vague de correction. Et en théorie une correction on corrige, on remonte un petit peu et on redescend. Mais une flat c'est piégeur parce qu'on remonte très haut. Alors on peut remonter au 90 qui est le premier point important pour une flat ou au 123. Alors on peut aussi monter au 161,8 dans des cas plus rares. Mais la plupart des flats, c'est soit 90, soit 123. Donc, on va voir où c'est que se situent les 123. Et vous voyez où se situent les 123? On a été parfaitement touché les 123. Quand je vous dis parfaitement, c'est parfaitement, quasiment au dollar près. Donc, il y a des chances qu'on soit effectivement dans une flat. Et que la correction, du coup, n'est pas fini ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire de nouveau plus bas. Une flat, ensuite il y a des objectifs baissiers pour la vague C. Le premier objectif, ce sont les 0,618. Alors pas ces 0,618 là, du coup on va se mettre les 0,618, les 0,618 par rapport à ce mouvement là. Donc, ce qui serait ici. Voilà, le premier objectif de la vague, ça va être ici. Donc encore une fois, on est proche de notre trendline, ce qui voudrait dire qu'on passerait légèrement sous la trendline. Pourquoi pas une petite mèche pour piéger les gens, hein, vous savez,
Je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls à avoir repéré cette trendline. Donc les gens, ils vont surveiller la trendline. Pourquoi pas faire une petite mèche pour aller rechercher les 0,90 et remonter très rapidement et clôturer au-dessus de la trendline. Ensuite, les deux autres objectifs principaux. Alors, la C, elle peut s'arrêter n'importe où ici. Mais il y a des objectifs principaux qui sont les 0,618, les 1. Donc les 1, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait tout simplement un double bottom, une correction en double bottom. Ça veut dire 1, 2, 3 double bottom et on remonte. Et ensuite les 123. Et où c'est qui sont nos 123? Regardez, pour le moment, si on descendait à peu près assez rapidement, il serait au niveau justement du grand canal rouge. Donc de notre gros support. Donc on pourrait aussi tout aussi bien, si on est bien dans une flat, descendre jusqu'ici. Ou si on met un peu plus de temps, jusqu'au support rose. Mais en gros, dans cette zone. Donc pour la flat, nos zones à surveiller de rachat, si on continue à descendre, ce qui n'est pas dit, ce serait premièrement ce niveau-là. Donc le niveau des 52 000 au niveau des 50-52 000. Ensuite, on aurait... Oula. Le niveau du double bottom, donc à peu près à ce niveau-là. Et pour finir, on irait, si vraiment on devait fortement baisser, le niveau des 123 et notre canal rouge, donc environ les 38 à 40 000. Ce sera les trois niveaux à surveiller si vraiment on est dans une flat. Donc les 50-52 000, le double bottom et les 38-40 000. Alors on va tout effacer pour y voir plus clair. Alors là, c'est si on est dans une flat. Le deuxième scénario possible, c'est que la correction soit finie. Et qu'on ait bel et bien fait le bottom ici, et que là on est déjà dans un mouvement haussier. Donc si on est dans un mouvement haussier ici, ce qui voudrait dire qu'il faut reprendre un décompte. Mouvement haussier, ça veut dire qu'on part dans une impulsive, donc en 5 vagues. Donc 1, on a fait une vague 1, une vague 2, là on aurait fait une vague 3, on serait actuellement dans une correction de 4, et du coup il nous resterait une dernière vague, pourquoi pas, pour aller rechercher le haut de notre canal, et aller chercher l'objectif, vous savez très bien l'objectif des 73 000. Donc ce qui correspondrait à peu près justement, vous voyez, au haut du canal, 72-73 000. Donc, si on est bien dans ce cas de figure, on va le réduire un peu parce que c'est un peu gros. Les objectifs d'une 4, vous savez que c'est entre les 0,382 et les 50 de Fibo. Donc, on part du bas de la 2, en haut de la 3, et vous voyez qu'on a déjà atteint les 0,382. Donc, la petite correction, si on est dans cette cas de figure, pourrait être déjà finie. Sinon, on pourrait aller rechercher un petit peu plus bas. Est-ce qu'on y a été d'ailleurs? Non, on n'a pas été rechercher les 0,5. Qui se trouve à peu près justement au niveau de notre headline, voire les 0,618. Par contre, si on va en dessous des 0,618, c'est-à-dire les 51 000, allez, les 52 000, clairement, on peut annuler ce cas de figure. On sera dans la flat, parce qu'on aura été sûrement rechercher les 61,8. Voilà, si on va rechercher les 61,8, on est sûrement dans la flat. Mais pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus des 53 000, au-dessus de la trendline, on est peut-être effectivement dans ce cas de figure d'une petite 4. Et ensuite, on va reprendre tranquillement notre hausse pour aller chercher une vague 5 et aller chercher le haut du canal, donc vers les 72-73 000. Alors ça, c'est les deux cas de figure les plus probables, que soit la correction n'est pas finie, on est dans une flat, soit la correction est finie, et on est tout simplement dans une petite vague 4 qui va reprendre ensuite son cours normal. Bon, ensuite, il pourrait y avoir un autre cas de figure où là, on a trouvé un top de marché et qu'on va aller voir beaucoup plus bas, mais pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité. Tant qu'on tient déjà dans un premier temps la trendline orange, comme je vous ai dit depuis la semaine dernière, il n'y a pas à s'inquiéter. À moyen terme, tant qu'on tient la trendline orange, il n'y a pas à s'inquiéter. À plus long terme, tant qu'on tient les niveaux de support ici et le grand canal rouge qui lui dure depuis le mois d'août, donc c'est pas un petit canal, c'est pas un petit support. Depuis le mois d'août, ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 6-8 mois qu'il a tenu. Donc il y a quand même de faibles chances qu'on le casse. Si effectivement on devait le casser, là il faudrait vous inquiéter. Là il faudrait se dire, il y a quelque chose, on a peut-être atteint un top de marché du moins provisoire. Mais pour l'instant, tant qu'on tient ces deux supports, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire,
si on revient tester ces supports, c'est des excellents niveaux d'achat. C'est ce que je vous dis depuis 2 semaines. Donc là, on a peut-être fini la petite correction. Si on est dans une petite vague 4, voire chercher un peu plus bas. Sinon, les achats seront à faire, bien entendu, si on continue à baisser, sur les supports que je vous ai dit, hein, les nombreux supports qu'on a là, hein, les AEMA, les Shimoku, au niveau de notre trendline. Donc si on revient toucher les 52-53 000, excellent niveau d'achat. Moi-même, je prendrai sûrement un trade ici, que je partagerai comme d'habitude sur Twitter. En parlant de Twitter, voilà. Ah, vous voyez, hein, d'où l'importance de prendre des profits. J'ai pas arrêté de vous dire la semaine dernière, prenez des profits aux 90, donc dans la zone des 56-58 000, et prenez des profits lorsqu'on aura atteint la target de l'épaule tête-épaule. Alors, est-ce que je vais la retrouver, la figure? Voilà. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on atteindra notre objectif d'épaule tête-épaule, qui était là, il faudra prendre des profits. Vous voyez, on a atteint parfaitement notre objectif, on a légèrement dépassé, on l'a recassé, on est revenu retester, du coup ça a fait résistance. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, c'est notre objectif, c'est elle qui a fait résistance. Vous voyez, on est revenu taper une fois, 2 fois, quasiment 3 fois, et on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc je ne vous ai pas arrêté de vous dire qu'ici, il fallait prendre vos profits. Parce qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais prédire à 100% qu'est-ce qui va se passer. Donc je vous l'ai rappelé d'ailleurs hier sur Twitter, d'où l'importance de suivre Twitter. Vous voyez, profit, target principal atteinte, ceux qui sont rentrés vers 50 000 à la validation de l'épaule tête d'épaule, la target de la figure a été atteinte. Ne soyez pas trop gourmand, pensez à prendre des profits. Toujours prendre des profits. Ne clôturez pas le trade, mais prenez des profits. Alors quand c'est la target principale, prenez des gros profits. Comme je vous avais dit aux 56-58 000, il fallait prendre 20% de profit. Là, c'est la target principale. Je vous avais dit plutôt prendre par exemple 40% de profit. Et ensuite, il vous reste encore peut-être 40% si on va plus haut. Mais prenez des profits régulièrement, surtout quand on atteint des grosses targets comme ici. Ensuite, vous le savez, clôturez pas le trade parce qu'on a aussi une target plus haute qui sont les 72-73 000. Ensuite, on va regarder rapidement, donc on va rester sur le H4, on va revenir sur le graphique, plus clair, un peu plus vide. On va regarder rapidement, avant de finir, le super trend. Donc, je vous ai toujours parlé du super trend. Ceux qui jouent avec le super trend, comme je vous avais dit, il y a possibilité de le prendre dès la cassure, hein, vous vous rappelez, en H4, hein, là on est en H4. Hein. Mais le mieux c'est d'attendre parce que souvent, quand on casse le super trend, il y a une petite correction après et on revient plus ou moins tester le super trend. Ici, ici. Et donc, on avait pris nos achats ici, rappelez-vous. Vous avez dit, quand on était ici, ne prenez pas, enfin vous pouvez prendre ici, mais c'est agressif. Vaut mieux attendre un pullback. On avait fait un magnifique pullback ici, donc on avait pris des trades ici. Et là, normalement, votre trade, il a dû être clôturé. Parce que je vous ai dit, juste si vous prenez un trade sur super trend, on joue exclusivement avec le super trend. Ça veut dire, on a pris nos achats ici, aux 46-47 000, et là, on est repassé en dessous, à ce niveau-là. Donc, les achats ont dû être clôturés, avec des gains d'environ un peu plus de 20%. Donc, ce qui est quand même des gains pas négligeables. 20% c'est beaucoup, surtout si vous jouez avec du levérage. Donc moi par exemple en général je prends un levérage x10, donc un levérage x10 sur ce trade ça fait 200%. Donc les achats ont dû être clôturés. Et maintenant, il faut tout simplement attendre qu'on repasse au-dessus de la ligne rouge, que la ligne repasse verte, si possible un petit pullback, et on repart pour un nouveau trade. En daily par contre, en daily, on a passé au-dessus du super trend, donc il y a 1 ou 2 jours. Et comme je vous ai dit, hein, c'est comme en H4, vaut mieux attendre un petit pullback, parce que souvent, vous voyez, par exemple là, on passe, hop, et on revient faire une petite correction, on revient tester le super trend. Alors vous pouvez prendre agressivement hein, à la cassure, donc vous êtes déjà pu entrer en trade, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas que si vous jouez avec le super trend, le stop, c'est en dessous de la ligne du super trend toujours. Donc, prendre un achat ici, ok, mais vos stops, il doit être en dessous là. Donc ça vous fait quand même un stop quasiment à 10 000 $. En pourcentage, ça vous fait un stop de 15%.
Alors moi, personnellement, je ne peux pas prendre des stops de 15%. Je ne joue jamais avec des stops de 15%, tout simplement, je fais du levérage. À savoir qu'avec un levérage x10, le stop maximum, c'est 10%. Parce que quand vous baissez de 10%, x 10, ça fait 100%. Ça veut dire que vous avez déjà tout perdu. Donc moi, en général, mes stops, ils sont entre 2 et 5%, avec du levérage 10. Donc moi, je peux pas, par exemple, prendre un trade comme ça, avec un stop de 15%. Donc moi, si je dois jouer ce trade, je vais attendre un pullback, une correction. Soit qu'on atteigne la ligne du super trend, ou soit qu'on atteigne un niveau de support où je peux prendre un trade. Par exemple, on va se remettre l'autre graphique. Par exemple, la trendline. Voilà. Si on arrive au niveau de la trendline, là, je pourrais prendre un trade, même en jouant avec le super trend. Et vous voyez du coup mon stop, il sera de 5%. Un petit peu plus, 5 ou 6%. Donc là, c'est possible. Donc après, si vous jouez sans levérage, effectivement, vous pouvez permettre d'avoir un stop de 15%. C'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, je ne prends pas des stops supérieurs à 10%. Donc pour ceux qui jouent avec le super trend, toujours, moi, je conseille d'attendre un petit pullback, au moins qu'on se rapproche le plus possible de la ligne. Alors, vous inquiétez pas, la ligne verte, elle va monter. Hein. Peut-être que dans 2 jours, ou 2 ou 3 jours, elle va monter un peu, elle sera quasiment au niveau de notre trendline, et du coup, il y aura peut-être un petit pullback au niveau du super trend et de notre trendline orange, et ce sera un excellent moment d'entrer en trade avec un stop sous la ligne verte du super trend, et pour objectif, c'est comme d'habitude, hein, l'objectif, il se clôture, si vous prenez un trade avec le super trend, il se clôturera quand on casse ici. Vous voyez, par exemple, le dernier trade, il s'est pris là, que ce soit là ou là sur un pullback, et par exemple là, vous voyez, on a cassé là, et l'idéal c'était d'attendre un pullback sur le canal rouge, sur un support. Pas forcément sur le super trend, mais au moins sur un support. Donc là, si vous avez pris ici, et que vous avez clôturé même ici, ça vous fait un trade quand même de 300%. Ah oui, c'est du daily, c'est plus du 4 heures, donc les gains sont... Voilà, donc le VRH10, ça vous fait du 3000%. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc c'est des trades vraiment très intéressants. Alors oui, aussi, on peut perdre le trade, hein, mais comme je vous ai dit, si vous prenez un trade là, avec un stop là, ça vous fait 5%. Perdre 5% pour pouvoir gagner 100, 200 ou 300%, c'est vraiment des trades magnifiques. On ne peut pas gagner tous les trades, forcément, de temps en temps, vous allez perdre des trades. Et c'est le jeu. Si vous avez une bonne gestion du risque, c'est-à-dire vos trades, ils vous rapportent beaucoup plus de ce que vous perdez, même si vous gagnez que 2, 3, 4, 5 trades sur 10, c'est largement suffisant pour que vous soyez en gain. Donc je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Hein. Donc pour résumer, les zones d'achat, c'est les mêmes que la semaine dernière. Hein. Si jamais on continue à baisser, ce sera la traîne à l'orange autour des 52, 53 000. Si la baisse devait être vraiment plus forte, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas dans un mouvement haussier là, on est toujours dans une flat, et ben il y a cette zone aussi là, mais il y aura les zones plus basses, donc soit le double bottom, soit le canal rouge. Voilà. Donc on reviendra un peu plus en détail demain, vu qu'aujourd'hui on avait beaucoup de choses à dire. Demain on étudiera plus attentivement les petits time frames. Et pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire, hein. Soyez prudents. J'espère quand même que vous avez pris des petits profits là où je vous ai dit, au cas où on irait chercher des objectifs beaucoup plus bas. Voilà, n'oubliez pas votre stop, comme je vous ai dit la semaine dernière, qui doivent être bien placés aussi ici. Pour ceux qui n'ont pas de stop, hein, un stop en dessous de la trendline, c'est pas... Ça serait bien en dessous les 52-53 000, vu qu'il y a des risques, hein, si on casse la trendline, comme je vous ai dit, qu'on est recherché beaucoup plus bas. Hein, donc des 52-53 000, il y a possibilité qu'après on descende directement aux 41 000. Hein. Donc ceux qui n'ont pas de stop, n'oubliez pas de passer vos stops. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien. Tchuss!